Je trouve ça intéressant de plein de choses dont Michel et Ron ont parlé, que je vais toucher aussi, mais je vais y toucher rapidement. Je me présente, Lise Lheureux, je suis orthopédagogue en pratique privée à Montréal depuis à peu près 20 ans, mais je suis un produit des écoles séparées de l'Ontario. J'ai été élevée à Ottawa. Je suis née à Québec, mais j'ai été élevée à Ottawa. Donc, je me considère encore franco-ontarienne, même si on me dit que j'ai perdu mon petit accent. J'ai passé toute ma jeunesse de l'âge de 7 ans à 27 ans à Ottawa. J'ai un parcours assez particulier. Pourquoi je suis ici? On parle de la science de la lecture. Moi, j'ai une maîtrise en didactique des langues et j'ai fait un programme court en ce qui s'appelait psycholinguistique appliquée aux difficultés d'apprentissage de lecture-écriture, qui s'appelle aujourd'hui orthodidactique ou didactique cognitive. Je me souviens plus, ça a changé de nom avec le temps. C'est un cours qui a été donné à l'UQAM que je recommande à n'importe qui travaille avec des élèves vous êtes des enseignants ressources en Ontario, mais l'équivalent de l'orthopédagogie au Québec ici. Les orthophonistes aussi, c'est à recommander. Et j'ai un bac en marketing international. C'est ça mon parcours un peu atypique. En 1995, j'ai marié un dyslexique qui avait 2 enfants dyslexiques. Dans ce temps-là, j'étais directrice des ventes de British Airways à Montréal. Ça vous donne une petite idée de mon parcours atypique. Et Chloé, la plus jeune des enfants de Denis, ne lisait pas en 3e année. 0 barre, rien. Et en 3 mois, avec une orthopédagogue qui a suivi de la formation en enseignement systématique explicite, Chloé, elle a appris à lire en 3 mois. À Noël, elle lisait et en juin de sa 2e, 3e année, elle a réussi son test de lecture dans la norme. Elle n'était plus considérée, dans ce temps-là, moi j'en connaissais moins, là, mais elle a passé son test de lecture-écriture. Alors, je veux qu'on parle un petit peu aujourd'hui de ça. Qu'est-ce que je vais toucher? Bien, c'est vraiment la formation du personnel enseignant, mais il faut savoir que moi, je vous donne une formation qui s'ancre dans la science de la lecture, mais qui est aussi basée sur le fait que je suis orthopédagogue depuis 20 ans. C'est ma pratique, c'est ce que je vois qui fonctionne et quand même, si c'est basé. Alors, qu'est-ce qu'il y en est de la recherche? Rapidement, on va regarder ça. Ensuite, la programmation des services pour les élèves réguliers EED. On a entendu plein de choses. J'ai pas je dis toujours, j'ai pas la vérité infuse, mais je ne pense pas que Michel et Ron vont dire qu'ils ont la vérité infuse, eux autres non plus. Donc, il pourrait y avoir des petites choses que moi je dis, ou dit, même peut-être, Ron n'a peut-être pas dit la même chose, mais dans notre monde, il y a bien beaucoup, beaucoup de recherches. On s'entend sur les principes de base. Moi, je ne travaille pas dans le milieu scolaire, ça fait qu'il y a une réalité qui est à considérer et vous devez le prendre avec ce que je vous dis. Ensuite, je vais vous parler de la formation que moi je donne, qui, pour moi, ça n'a pas besoin d'être Lise qui vous donne votre formation, mais c'est clair que la formation des intervenants, du personnel enseignant, pas juste des enseignants, c'est primordial. Puis vous allez voir un petit peu pourquoi dans les propos que je vous présente aujourd'hui. Donc, la recherche. Qu'est-ce que ça dit, la recherche sur l'enseignement de la langue? Ben, les faire découvrir, là, c'est pas efficace, premièrement, parce qu'on n'a pas tout le temps au monde. On sait qu'on n'a pas assez de temps pour enseigner tout ce qu'on veut à nos enseignants. Et ce qui démontre la recherche, ce qu'on appelle des méta-analyses. Hein? Ce n'est pas juste une recherche qui a dit ça. Je vais vous en présenter 3 rapidement, juste qu'est-ce qu'ils disent, pas la recherche comme telle. Ron en a déjà parlé, National Reading Panel, National Early Literacy Panel. Mais tout ce qui sort, c'est que c'est explicite puis c'est systématique. Ça veut dire quoi? Bien, explicite, c'est que c'est énoncé de façon claire. On ne laisse pas du doute. On ne les fait pas découvrir de penser que c'est comme ça. Non, voici comment tu dois penser pour former la lettre B, pour accorder un verbe d'une gamme à l'autre. C'est explicite. Voici, et ça minimise le doute chez nos élèves. Pas de contestation, c'est comme ça que ça se passe. On a tout le même système à apprendre et c'est le système le plus complexe de toutes les langues européennes à lire. Et la
plus complexe à écrire et la deuxième plus complexe à lire. Savez-vous laquelle qui est la plus complexe à lire et la deuxième plus complexe à écrire? C'est l'anglais. Fait que nous autres, on a la totale. On a les deux pires langues européennes. Je ne peux pas parler des autres systèmes. Pire dans le sens que ce sont des langues superbes, mais leur système d'encodage date des années 1600. Alors, pensez à n'importe quelle avancée scientifique aujourd'hui, il n'y en a pas une qui date des avancées 1600, des années 1600 ou 1800 ou même 1900. Si c'était pour être une avancée scientifique, le code du français et de l'anglais, ça serait une dactylographie. Il y en a qui ne savent peut-être même pas que ça a l'air une dactylo. Oh, excusez. J'ai de la misère avec ma souris, donc mes diapositives changent, je m'en excuse. Ensuite, oui. Excuse, pendant que tu changes de diapo, il y a une dame qui aimerait ton aide. Pourrais-tu répéter le nom du cours qui ressemble à orthopédagogie en Ontario? OK, je pense que ça s'appelle orthodidactique. Non, excusez-moi, didactique cognitive. C'est un programme court de 4 cours à l'UQAM dans le département de l'éducation, dans la branche ou le département de didactique des langues. Vous allez le trouver là, sinon vous pouvez aller vérifier sur le site de l'UQAM. Merci. Ensuite, plaisir. L'enseignement systématique, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, explicite, c'est clair, hein? On l'explicite, on ne laisse pas place au doute, puis on va aller être capable d'évaluer si on a des mauvaises interprétations de ce qu'on a dit. Mais systématique, ça veut dire deux petites choses. Ça veut dire qu'il est régi par un système, le système orthographique, qui respecte un système. Puis, mon expérience, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de profs qui connaissent le système orthographique très bien. On sait comment appeler des règles de grammaire, mais est-ce qu'on sait pourquoi qu'on met un M devant un P ou un B? Est-ce qu'on sait expliquer la différence entre une voyelle et une consonne à nos élèves? Est-ce qu'on sait c'est quoi la dominance orthographique pour écrire le son « est » au début des mots, à la fin des mots? Est-ce qu'on connaît ces règles-là? Le système, quand on le connaît, ça change beaucoup de choses. Puis avant qu'on puisse l'inculquer à nos élèves, il faut déjà le connaître nous-mêmes, ce qui n'est pas le cas parce que, contrairement à, je pense, Laurentienne ou Michel elle donne des cours, il n'y a presque pas de cours en éducation, en didactique, sur les choses qu'on a besoin de savoir sur le système orthographique. Je me fais souvent dire que pourquoi tu ne donnes pas ces cours-là à l'université? J'ai hâte qu'il y ait des profs qui donnent ces cours-là à l'université parce que vous en avez besoin. Je pense que dans un bac, il y a peut-être un cours de linguistique en première année, 2 peut-être. Après ça, on n'apprend plus sur la langue. Mais imaginez un ingénieur qui ne connaît pas l'ingénierie ou un joueur de hockey qui ne connaît pas les règles du jeu. C'est encore incroyable qu'on soit des enseignants de la langue puis qu'on ne connaisse pas la linguistique. Puis c'est pas parce que vous n'êtes pas apte à la connaître, c'est qu'on ne vous l'a jamais enseigné à l'université. Puis c'est pas que vos programmes, c'est plein de profs nuls non plus. C'est que la science de la lecture, elle est jeune. Jeune dans le sens que ça fait déjà 30-40 ans, mais c'est jeune au niveau des sciences. Et de changer un système scolaire. Un système scolaire, c'est comme un paquebot. Fait qu'imaginez le paquebot, il arrive dans le port à Toronto, il arrive, il s'en va dans les écluses, puis il faut qu'il change de côté. Bien, ça va prendre un paquet de petits bateaux, des tugboats pour le pousser, puis ça va prendre comme 4-5 heures avant qu'il puisse te tourner, juste faire un demi-tour. Nous autres, comme enseignants, comme profs, comme orthopédagogues, comme personnes individuelles dans ce grand système-là, on est dans notre petit zodiac, puis on fait des donuts à côté d'eux autres, puis on tourne sur un dizaine. Bien, vous devez vous imaginer comme étant ceux qui peuvent faire tourner les choses rapidement à l'intérieur d'un système qui va tourner plus lentement. C'est comme ça dans n'importe quel système. Ça se passe comme ça. Excusez-moi. Là, il faut que je recule. Excusez. Donc, c'est régi par un système et il faut respecter ce système-là. Il faut que ça soit méthodique, il faut que ça soit fait avec rigueur, il faut qu'il y ait une progression, un ordre déterminé de ce qu'on fait. Pas juste dire, aujourd'hui, je vais enseigner le « et », puis je vais enseigner toutes les « et » ensemble. C'est correct si l'élève a déjà vu toutes les « et », mais si l'élève n'a jamais vu un « et », puis on lui en présente 8 en même temps, il ne se souviendra jamais de c'est quoi le plus dominant, le plus important.
Donc, ce type d'enseignement systématique-là, il favorise la pratique guidée. Puis, on va en parler un petit peu plus tard de la pratique guidée, parce que entre donner des dictées, passer toute notre fin de semaine à les corriger avec des beaux codes de couleurs, puis là, tu dis à ton élève, c'est quoi ça, cette erreur-là? Ah, c'est là, orange, ça, madame. Je me suis déjà fait dire ça par un élève de secondaire. C'était un adjectif. Il était couvert d'erreurs sur le orange, mais il savait juste que c'était le orange. Donc, passez pas toutes vos fins de semaine avec des codes de couleurs. On va parler de pratique guidée. Le National Reading Panel de 2000, Ron en a fait illusion. Les conclusions qui sont importantes dans moi, ce que je parle des fondements de la langue. Okay? Je ne vous parle pas, vous êtes probablement meilleur à enseigner de la grammaire puis à enseigner à composer des textes que moi. Okay? Moi, je viens d'une famille de dyslexiques ou de gens en difficulté d'apprentissage. J'étais nulle à l'école, même si je produis des écoles séparées de l'Ontario. Ça n'existe plus, je pense, je ne sais pas comment ça s'appelle aujourd'hui. C'est peut-être pas de leur faute, mais ma moyenne en sortant du secondaire, c'était en bas de 70. Donc, je n'étais pas vraiment bonne. OK? Mais ce qu'on sait, c'est que l'enseignement systématique, l'enseignement phonique, phonologique ou systematic phonics, il n'y a pas le mot phonics en français. Donc, c'est difficile à traduire exactement. Ça forme des meilleurs lecteurs. Et regardez, là, ce n'est pas juste pour des élèves en difficulté d'apprentissage. À tous les niveaux du primaire, le NRP a trouvé que l'enseignement systématique et explicite formait de meilleurs lecteurs, mais surtout avec les élèves en difficulté. Et on parle je pense que c'était une quarantaine de recherches avec une soixantaine de tests différents à l'intérieur des recherches. C'est pas du n'importe quoi. OK? Et à peu près quelques années plus tard, le National Early Literacy Panel est arrivé à pas mal les mêmes conclusions, hein? C'est que l'intervention précoce qui cible le code. Bien, le code, il est basé sur l'oral. Ça prend la conscience de l'oral pour ensuite montrer comment le code fonctionne. Bien, ça avait des effets significatifs sur deux prédicteurs, sur deux choses. Les prédicteurs en littératie, je vais y revenir, et sur les mesures conventionnelles d'évaluation. Donc, si j'ai une mesure de l'orthographe, une mesure de la lecture, de l'écriture, les deux. Donc, les prédicteurs étaient meilleurs et les mesures, quand on évaluait nos élèves, ils étaient meilleurs. Ensuite, on va ramener ça au Canada. Gauthier, Bissonnette, Richard, ce sont des professeurs, si je ne me trompe pas, Bissonnette, je le sais, qui est à la TELUC, Télé-Université de l'UQAM, c'est des formations en ligne pour le réseau des universités du Québec. Et je crois que les deux autres sont à Laval, mais peut-être aussi à la TELUC, je ne suis pas 100% certaine. Steve Bissonnette, si vous avez fait le réseau des troubles d'apprentissage, et ça, vous le connaissez, c'est un homme qui ne manque pas il prend sa place, on le connaît quand on connaît Steve. Mais ce qu'ils ont fait la même chose, ils ont regardé l'état de la recherche et l'enseignement efficace, OK, est associé à l'explicite et le systématique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut présenter ça de façon fractionnée, donner du temps aux élèves pour y penser, pour aller vérifier. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Es-tu d'accord avec lui? As-tu la même réponse? On veut les écouter, nos élèves. Contrairement à moi, qui va vous parler pendant 1h15, prendre quelques questions, c'est pas ça qu'on doit faire pendant qu'on est enseignant. On doit laisser parler nos élèves, on doit les écouter, on doit les guider quand ils ont des fausses représentations de ce qu'ils doivent faire ou des mauvaises ou ils n'ont pas du tout de représentation de ce qu'ils doivent faire, mais on doit s'assurer qu'ils ont compris. Okay? On va reparler de l'évaluation au service de l'apprentissage. Assurer une participation active et fructueuse de tous les élèves. Quand on fait de l'enseignement, ensuite, c'est de la pratique autonome, va pratiquer ce qu'on a appris. Les bons pratiquent, les pas bons ne savent pas quoi faire. Ça ne changera pas. Donc, quand on les laisse seuls à eux-mêmes, si moi, je te dis demain matin, tu vas aller, je ne sais pas moi, construire un petit pont, ben là, tu vas t'assis là, où je commence? Qu'est-ce que je fais? Parce que tu n'as pas de cours en ingénierie. Okay? Donc, c'est important. Et ce qu'ils disent aussi, ce qu'ils ont vu dans cette méta-recherche-là, ce qui est vraiment, vraiment important, c'est que c'est approprié pour plus que juste le français, là, mais
en lecture, en grammaire, en langue maternelle, en partie en langue étrangère parce qu'il n'y avait pas assez de recherches. Il y en avait qui montraient, peut-être pas d'autres. Je pense qu'on a moins de recherches en langue seconde au Québec, en tout cas. Et l'avantage pour les mathématiques, la science, l'histoire, tous les cours, quand tu leur dis versus tu dis qu'est-ce que tu en penses, ben, ceux qui ne sont pas trop certains de ce qu'ils font avec un système hyper complexe, ils n'en pensent rien. Donc, quand on les fait aller découvrir, puis tu vas voir, ben, ils s'en vont en quelque part qu'on ne sait pas où ils s'en vont, et on vient enlever cette idée-là que non, tu ne peux pas t'astiner avec moi, mon grand, il y a juste une façon d'écrire ce mot-là. OK? Donc, on ne veut pas qu'il y ait la place à de l'interprétation. Ah, moi, je le fais de même. Je me suis fait dire ça souvent par des grands que je vois en orthopédagogie. Ouais, mais moi, je préfère ça comme ça. Puis moi, je leur réponds toujours, how's that working for you? Je travaille dans un milieu assez anglophone, puis la majorité de mes élèves francophones comprennent cette expression-là. Donc, c'est un avantage démontré encore pour tous les élèves, pas juste ceux en difficulté d'apprentissage, même les plus performants. Quand tu leur dis, il n'y a plus de doute. L'anxiété, c'est un des problèmes majeurs dans nos écoles. Ben, même les bons sont anxieux parce qu'ils ne sont jamais certains. Dites-leur, c'est ça la règle, voilà. C'est l'orthographe française. Hein? Fait que, on sait qu'il y a des exceptions, on sait qu'il n'y a pas une règle pour tout, mais il y a plus que 50% des mots qui peuvent s'écrire à partir de règles, par exemple. Fait que, si on a 20 000 mots à apprendre, ben, il y en a 10 000 qui passent dans les règles. Un autre 5 000, probablement, quand je connais bien la morphologie, je suis capable de leur faire penser comme il faut. Donc, c'est important. Et, excusez, j'avance, je recule, je touche mes clés, je suis désolée. Toute matière qui est ordonnée, qui est nouvelle, qui est complexe, bien, est-ce que ça décrit l'orthographe française, la langue française, particulièrement en situation minoritaire, en situation où tu es en langue seconde? C'est certain que ça s'applique. Donc, faites-leur pas découvrir quelles sont puis comment ça marche. Dites-leur. Ensuite, faites de la pratique guidée pour qu'ils découvrent comment ça fonctionne. Mais ils découvrent avec les neurones à bonne place. C'est pas de deviner, hein, c'est un choix qui est éclairé après ça, de se poser les questions. Je mets ça rapidement. Si je suis capable de cliquer puis lien, je copie link address, je vous le mets dans le chat si je peux voir le chat. Est-ce que je peux voir le chat? Je ne vois pas le chat. Non, Lise, lorsqu'on est en présentation comme ça, on ne peut pas aller voir le chat. Ah non, c'est pas vrai. Je viens de le trouver. Ah, Excuse-moi. moi, j'ai de la misère. Non, c'est correct. Ouais, mais moi, il me semble qu'il n'était pas là quand je te regardais la première fois. Je vous mets ce petit lien-là, OK? Barack Rosenshine, c'est un Américain, si je ne me trompe pas, peut-être un Anglais, ou en tout cas, il parle anglais. Ça fait que ce qu'il a écrit, c'est en anglais. Vous êtes à l'aise en anglais, vous pouvez taper son nom, les principes de l'enseignement efficace, OK? Efficient teaching. C'est les 4 principes de base. Je vous les mets là, mais je ne passerai pas au travers. C'est trop long, mais je vous recommande fortement d'aller les regarder. Mais je veux juste amener votre attention sur quelques petites choses sur ce qu'il dit. OK? Révision quotidienne. Tous les jours, on revoit ce qu'on a fait. On vérifie, mais on morcelle en petits morceaux. On pose des questions. Ben, poser des questions, c'est en pratique guidée qu'on fait ça, poser des questions. Viser un taux de réussite élevé. C'est une des choses que j'entends le plus, c'est qu'on nivelle vers le bas. On nivelle vers le bas. On ne veut pas niveler par le bas, mais souvent, on évalue, puis nos évaluations sont complètement biaisées parce qu'on n'a pas enseigné ce qu'il y avait enseigné, puis on évalue, puis on donne des notes sur quelque chose qu'on n'a pas enseigné à nos élèves. Il y en a qui vont réussir parce qu'ils s'en vont à la maison, puis leurs parents leur montrent ou sont juste vraiment bons, mais est-ce que vous voulez être évalué en tant qu'enseignant sur votre habilité à courir le quart de mille? OK, je n'ai pas pratiqué là, de courir des quarts de mille. OK? Donc, faites attention, OK? La pratique autonome, il faut qu'il y en ait, mais il faut qu'il y ait des modèles de la pratique et de la révision régulière. Vous ne savez pas si vos élèves réussissent
Si vous regardez une image une fois par mois, une fois par semaine, un vendredi après-midi, quand ils sont toujours fatigués, puis vous dites, OK, il n'a pas réussi sa dictée, cognitive fail. On a parlé, hein, comment est-ce qu'on se sent. Ron l'a touché, Michel l'a touché. Est-ce que c'est ça qu'on veut avec une évaluation, un dépistage, appelez-le ce que vous voulez, là, je le sais qu'il y a une différence, mais est-ce que c'est vraiment le rôle d'une évaluation, c'est de donner une note? Ça n'aide pas un élève, ça, donner une note. OK? Ça satisfait la société, les parents, si c'est des bonnes notes, mais ça ne satisfait pas. Ce qu'on doit, c'est d'amener nos élèves à être plus efficaces. Donc, oups, là, je recule. Excusez, où j'ai la main. Ah, oh boy. Excusez-moi, j'ai de la misère. OK, celle-là est revenue. Enseignement systématique. La pratique guidée, l'enseignement explicite. À chaque fois que je bouge ma souris, ça change. Je suis vraiment désolée. Qu'est-ce qu'on veut savoir sur la pratique guidée? OK? Qu'est-ce qu'on veut savoir sur l'enseignement efficace? C'est un petit tableau qui est basé sur les recherches de Bissonnette. Je pense qu'Happy, c'est un Français avec qui Bissonnette travaille. Mais de l'enseignement explicite, c'est une mise en situation, moi j'appelle ça de la modélisation ou du modelage, OK? La pratique guidée, je vais montrer à mes élèves, je vais les guider et je vais les soutenir. Je ne passerai pas au travers de tout l'enseignement explicite, ce n'est pas le but du cours aujourd'hui, mais vous avez le petit tableau, vous allez pouvoir le regarder. Je veux toucher à la pratique guidée. Okay? Comme orthopédagogue, comme enseignant ressources, c'est pas mal ce qu'on fait. Okay? On est supposé faire de la pratique guidée. On n'est pas supposé de tout dire qu'est-ce qu'on a à dire. Tu vas apprendre cette leçon-là, la notion, puis après, dit pratique. Il n'y arrive pas. C'est pour ça qu'on est là dans le niveau 2 puis niveau 3 de la RAI, la réponse à l'intervention. Mais on doit les questionner, on doit les écouter, on doit analyser leurs erreurs, on doit se dire comment ça se fait qu'ils font tous toute la même erreur. Est-ce que vous regardez les erreurs puis vous êtes capable de dire ah, je le sais pourquoi il a fait cette erreur-là. Je le sais que dans le code orthographique ou dans la science, on me dit qu'ils vont avoir des affaires qui vont arriver. Est-ce que vous les connaissez, les règles du code, puis comment enseigner les conventions? C'est important. Donc, on attribue cette citation-là à Benjamin Franklin, l'Internet, hein? Je ne sais pas qui le dit, mais je l'aime beaucoup. Donc, l'enseignement, tu me dis, moi, je t'ai juste dit qu'est-ce qu'il faut que tu apprennes, j'oublie. Si vous avez des adolescents à la maison, ceux qui me connaissent ont déjà entendu ça, est-ce que vous leur dites de fermer la lumière une seule fois, deux seules fois? Ou est-ce que c'est comme 4-5 ans à leur dire de fermer leur lumière, ramasser leur linge avant qu'ils l'automatisent, s'ils l'automatisent? Certains qui aiment moins ça, mais c'est faut répéter, répéter. Si tu m'enseignes, tu me l'as montré, tu me l'as modélisé, tu m'envoies faire ma pratique autonome. Je me souviens. Il y en a qui vont se souvenir, il y en a d'autres qui ne s'en souviendront pas du tout. Mais si tu m'impliques, si on est guidé, toi, comment tu l'as écrit? Ah oui, OK. Peux-tu aller me faire un B au tableau? OK. Est-ce que tout le monde l'a fait de la même façon? Y a-tu quelqu'un? OK. Est-ce que vous connaissez Bob, mon ami Bob? Bob, regarde ton pouce gauche, il s'appelle Bob. Tu le mets en l'air, puis il ressemble à un B. On ne fait pas les deux. J'ai fait les deux pendant 15 ans. Puis il y avait bien de la misère. Tu en fais un. Puis tu travailles avec un, puis l'autre, c'est l'autre. Parce que la mémoire kinesthésique, la mémoire de bouger mon pouce, va être plus facile. J'ai le visuel, j'entends le B de Bob et je l'écris en même temps. Des petits trucs comme ça que j'ai changé la façon que j'enseigne depuis des années. Mais quand tu m'impliques dans cet apprentissage-là, quand comme enseignant, tu dis, je ne sais même pas cette règle-là, vous devenez des humains et non des robots en avant de la classe qui veulent juste me faire souffrir. J'ai dit ça avec humour. Okay? Donc, on va parler un petit peu de la programmation des services. Avant de vous parler de ça, j'ai quelques petites citations. OK? L'évaluation doit être au service de l'apprentissage. Évaluer des apprentissages, ça ne donne pas grand-chose. Ça dit cognitive pass, cognitive fail. OK? Un échec cognitif, tu n'es pas bon, tu ne l'as pas eu, on passe à d'autres choses. Non. Laisse lire la citation.
Si mon élève a échoué son test, sa dictée de la semaine, c'est quoi d'habitude qui se passe? Vous me direz que c'est peut-être différent chez vous et je l'espère, mais ce qui se passe dans beaucoup des écoles ici, je donne les mots lundi, on les pratique toute la semaine, je donne la dictée vendredi, je passe ma fin de semaine à la corriger ou lundi matin, on la corrige ensemble. En même temps que je vous donne la nouvelle liste de mots de dictée. Est-ce que, une fois que j'ai évalué, je prends le temps de mettre cette évaluation au service de mes élèves? Je vais changer quelque chose. Il faut que je change, il faut que j'y montre comment. Parce qu'il sait juste, lui, que c'est un échec cognitif. Je ne suis pas bon. Je ne l'ai pas eu. Je travaille juste avec ces élèves-là. Puis quand je les amène à être bons, ou je change la façon qu'on fait, je vais vous donner l'exemple de Chloé, 20 mots par jour, par semaine à apprendre par cœur en 3e année. Mais on en donnait juste 10 en dictée. Chloé, elle avait toujours 2 sur 10, 1 sur 10. Elle passait toute la semaine à aller lire, puis pleurer, puis elle n'aimait pas aimer ça. Fait qu'un jour, on s'est dit, puis là, je suis parent, là, je ne connais rien dans ce que je connais aujourd'hui. Je dis, bien, si on en écrit juste 10, on peut-tu juste y en faire étudier 10, elle? Puis le professeur a fait, You got it, c'est Chloé qui va choisir les 10 mots. Bien, c'est certain qu'au début, Chloé voulait avoir les mots les plus faciles. Donc, on avait notre dire dans ça, mais éventuellement, elle choisissait les plus difficiles parce qu'elle passait de 2 sur 10 à 8 sur 10. OK? C'était juste une petite, c'était même pas un accommodement, là. Elle avait juste à apprendre 10 mots, pas les 20, parce qu'il n'y a pas... Il n'y a aucune recherche qui dit que si tu bourres le cerveau des enfants avec plein de mots à apprendre chaque semaine, qu'ils vont s'en souvenir. OK? Mais si tu donnes une règle, puis tu es capable de les faire raisonner, puis de les faire penser, puis tu changes ta façon de faire, d'évaluer, tu vas changer des vies. Et moi, j'ai changé de carrière parce que j'ai réalisé à quel point que ça a changé des vies. L'orthopédagogue qui a appris, enseigné à lire à Chloé, elle a changé sa vie. Changer sa trajectoire d'une petite fille qui était comme ça à une petite fille qui était ouverte comme une belle rose. OK? Puis elle est brillante, Chloé. Donc, l'autre chose, les langues secondes. On entend beaucoup run avec. Je suis entièrement d'accord. Quand tu as un élève qui ne parle pas un mot de français, tu n'es pas pour l'évaluer sur le français, tu vas aller vérifier dans sa langue maternelle s'il est capable de raisonner, de traiter de l'information linguistique de façon appropriée où on s'attend, où on veut savoir où ils sont. Hein. C'est un dépistage, pas dire lui il est bon, lui il n'est pas bon, c'est juste ils sont rendus où. Bien, les élèves allophones, on peut dire anglophones, dans une langue seconde, OK, sont aussi bons à identifier et à produire des mots que les natifs de la langue. Ça ne veut pas dire qu'ils comprennent le mot. Comprenez, hein? Compréhension, vocabulaire, c'est une chose. Décodage de lettres et de sons, c'est d'autres choses. Et ces élèves-là sont tout aussi bons, selon le Réseau canadien de la recherche sur la langue et l'alphabétisation, que les francophones. Donc, faites attention entre vocabulaire et décollage. Ce n'est pas la même chose. Apprendre à écrire des mots, ce n'est pas la même chose que comprendre ce que ce mot-là veut dire. Et on est tous comme ça. On a plein de mots qu'on ne sait pas écrire, mais on sait ce qu'ils veulent dire. Puis, il y a probablement, moi, j'ai plein de mots que je sais ce qu'ils veulent dire, je n'ai aucune idée comment les écrire. Donc, ce n'est pas la même chose. OK? Ensuite, on m'a demandé, Lise, on veut parler du service régulier, puis on veut parler du EED. Je le sais que ce n'est pas la même chose, mais, really, est-ce qu'on enseigne quelque chose de différent pour apprendre à lire et à écrire? Je ne vous parle pas de la façon qu'on l'enseigne. Moi, je vous parle comme didacticienne. Qu'est-ce qu'on enseigne? Bien, c'est la même chose. C'est juste plus intensif. Ce n'est pas à la même vitesse au niveau 1 de la RAI qu'au niveau 3. Mais si je vais planifier puis faire plein de choses pour mes élèves en EED, si je voulais vraiment bien le faire, ça serait ça que je commencerais en maternelle, je passerais par le jardin, s'il y en a un jardin, puis je continuerai en première année, puis je continuerai à faire les mêmes choses avec mes élèves en difficulté d'apprentissage. Il n'y a rien de nouveau. Il y a une façon peut-être de le faire différemment, mais c'est exactement la même chose qu'on doit enseigner puis qu'on doit évaluer. On le sait, niveau 2, c'est plus intensif. Niveau 3, bien là, on va s'asseoir un à un pour aller voir, OK, là, il va falloir que je le travaille. Mais je suis en train de travailler les mêmes connaissances. Donc, une leçon pour un enfant de première année, c'est tout à fait acceptable
pour un élève en difficulté, en grande difficulté, en 5e année. Parce qu'il n'est pas rendu en 5e année au niveau de décodage. Puis on va regarder la différence entre les processus cognitifs pour décoder des mots et les processus cognitifs ou encoder des mots. Décoder, encoder, c'est dans la même chose. Comprendre puis raconter, ce n'est pas la même chose. Donc, faites attention à ça parce que c'est l'enseignement précoce qui change des vies. OK? Je travaillais avec un élève de 18 ans dans le nord d'Ontario cette année, ou l'année dernière, j'ai fini en juin, qui ne savait pas lire. Il a demandé à ses enseignants, aux gens de son école, « All I want to do is learn to read before I finish school. » C'est ça qu'il disait. Il est en français, mais son environnement minoritaire, on a décidé qu'on y enseignerait à lire en anglais. Parce que moi, je me dis, s'il avait continué, si on l'avait fait un peu plus jeune, ça se transfère d'une langue à l'autre. Un te, c'est un te, là. C'est like it's Tom ou c'est Tom, c'est la même chose. Fait qu'il y a beaucoup de choses similaires, il y a plein de choses différentes, évidemment. Mais c'est l'enseignement précoce. Et je le sais qu'on dit, ben, on va regarder cet élève-là, il est peut-être dans le jaune, on est un petit peu inquiet, mais on va voir s'il progresse. Puis ils ne progresseront pas toutes à la même vitesse, absolument pas. Mais pour moi, la minute qu'on voit qu'il est en arrière, ça ne veut pas dire de le sortir de la classe, ça veut juste dire intensifier, répéter plus souvent. Il y a une période de lecture autonome, étant mon grand, tu n'es pas encore rendu là, on va jaser un petit peu toi puis moi. OK? Ou quelqu'un peut venir en classe puis répéter, puis être à ses côtés pour qu'il fasse de la pratique guidée. Dans le monde parfait, on ne sortirait jamais un élève d'école, de sa classe. Mais on ne vit pas dans un monde parfait. En orthopédagogie, ça a été démontré que ça a des effets très bénéfiques, même si on les sortait de la classe. Mais on sait quand on sort un élève de la classe, il perd de la matière. Donc, quand on commence de façon précoce, en maternelle, là, à 4 ans, il y a des choses que dont je vais vous parler qu'on fait avec des élèves de 6-7 ans, mais qui peuvent faire à 4 ans. C'est important de le savoir. Là, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la recherche qui le dit. Et il faut pratiquer une évaluation-intervention dynamique. J'entends souvent, « Ah, j'ai besoin d'un test, là, il faut que je leur donne un test sur une dictée. Qu'est-ce que je vais prendre? » Non, tu vas prendre exactement la même chose que tu as pris pour enseigner et modéliser et faire de la pratique guidée, mais tu vas y rentrer des nouveaux éléments. On veut voir si ça se transfère, mais on est toujours en train d'évaluer, « Ah, ça ne marche pas, on va intervenir. » Ça peut être enseignante qui enseigne de nouveau la leçon ou qui répète la leçon, qui va vérifier, ou ça peut être un enseignant ressources ou quelqu'un en EED qui va aller intervenir en disant, « OK, une minute, là. On est en train d'essayer de faire apprendre la règle du S entre deux voyelles ou deux S entre deux voyelles. Ce n'est pas la différence entre une voyelle et une consonne. Est-ce que je continue de donner ma leçon? OK, je suis juste en train de le frustrer. Il ne comprend rien. Il ne sait pas c'est quoi une voyelle et une consonne. Donc, on doit être capable de se dire, OK, wow, minute, je vois que mes élèves, ça ne va pas bien. OK? Donc, je vais intervenir, je vais changer mon fusil d'épaule et comme professionnel, on devrait être capable de faire ça. Donc, si vous entendez un chat miauler, j'ai oublié de fermer la porte de mon bureau, je m'en excuse. Et il miaule fort en plus, je suis désolée. Donc, la programmation des services élèves, il faut qu'il y ait une continuité entre la maternelle ou le jardin puis la première année. Ce n'est pas un mur où on finit tout d'un coup. Si je me suis arrimée avec mes élèves, avec mes EED, avec une structure où on dit en première année, voici ce qu'ils doivent apprendre. En deuxième année, on va apprendre comme ça. En troisième, on va apprendre comme ça. On a une continuité, on parle le même langage, on utilise les mêmes outils. Tu sais. Moi, je vois souvent un élève que je suis pendant 5 ans ici. Il y a eu le Becherel une autre année. L'autre année, le prof n'aimait pas ce Becherel, fait qu'elle a fait un autre grammaire. Celui-là n'aimait pas l'autre grammaire, fait qu'il retourne au Becherel. L'enfant est toujours comme en train de se réajuster sur des choses qu'il ne devrait pas avoir à faire. Si on décide que dans notre école, c'est un Becherel, si vous ne l'aimez pas, mettez de l'eau dans votre vin. OK? C'est pour l'élève, ce n'est pas pour vous. Je vous le dis, on sait tout en utiliser, mais pensez-y, il faut être au service de l'élève. C'est des services aux élèves. Puis, je suis certaine que la majorité d'entre vous, c'est ça que vous faites. Là. Vous vous dites, OK, attends une minute, il faut aider nos élèves. Moi, je suis correct, je vais le faire comme ça. OK? Puis, il faut suivre une progression structurée une fois qu'on commence à les réécrire.
peux pas juste dire, ah, OK, ben, tu vas apprendre ça l'année prochaine, toi, le OIA, moi, je le fais pas. Peut-être pas, parce que le prof de l'année prochaine, il ne sait pas que toi, tu viens de dire, il va apprendre ça l'année prochaine. Fait qu'il dit, oh non, non, tu l'apprends en première année, le OIA. Puis moi, je travaille, hein, comme parce que je suis au privé, je les reçois de toutes sortes de différentes écoles, puis c'est pareil partout, là. C'est d'une année à l'autre, d'une classe à l'autre, je vais avoir des élèves qui vont me dire en 2e, 3e année qu'ils n'ont jamais appris ça. Peut-être qu'ils ne s'en souviennent pas, mais quand je vais voir les enseignants ou je parle aux enseignants, souvent on me dit, regarde, là, c'est supposé être fait l'année dernière, ça, moi j'ai mon curriculum à enseigner, je ne peux pas reculer. OK, ça veut dire que ton élève, tu vas lui faire faire un marathon, puis il ne sait même pas marcher encore. Est-ce qu'on peut continuer comme ça? Des fois, il faut faire attention. Et ce qui est tellement important, puis dans toutes les recherches, je sais que dans le National Reading Panel, ils en ont parlé aussi, c'est la formation des enseignants. OK? On ne peut pas s'attendre à ce que nos élèves atteignent, je ne sais pas, 80% de réussite quand on n'a pas formé nos enseignants sur comment fonctionne le code. OK? On doit les former, puis ça, c'est super important. Mais ce que la recherche démontre aussi, c'est que si on ne les accompagne pas, si on ne leur tient pas la main pendant qu'ils sont en train d'apprendre de nouvelles choses, de la même façon qu'on tient de la main nos élèves, on est des apprenants quand on est en formation. Mais là, c'est bien beau, là, j'ai tout appris ça, le code le plus complexe, c'était cool, qu'est-ce qu'elle m'a dit. Là, je sais pourquoi on met un M devant un P puis un B. OK, mais comment je vais l'enseigner? Ça prend de l'accompagnement. Puis ça, si j'ai des directions d'école dans la salle, s'il vous plaît, de grâce, mettez de l'argent de côté pour la formation et l'accompagnement de vos enseignants. On est dans une crise, pas juste en Ontario, pas juste au Canada. On a une crise de l'enseignement en ce moment. OK? Moi, personnellement, par la faute d'absolument personne, je ne pointe pas le doigt, on ne valorise pas nos enseignants. Et dans ma tête, j'ai toujours dit ça, même quand je travaillais au privé, on devrait payer les enseignants le plus cher de toutes les personnes qui travaillent. Ils ont, je ne vais pas dire le produit, mais ils ont nos enfants dans leurs mains. Okay? Ça devrait être les gens qui sont le plus valorisés, qui ne sont pas stressés, qui sont heureux, puis qui vont bien s'occuper de nos élèves. Ce n'est pas la réalité, on le sait tous. Au public, ça ne marche pas comme ça, pas plus en santé qu'en éducation, mais de grâce, investissez dans vos enseignants. Ensuite, le dépistage versus l'évaluation. Je vais vous donner ma position. On évalue tout le temps. OK? Donc, pour moi, si on dépiste, on évalue, même si on ne donne pas une note. OK? Là, je vais être claire sur ça. L'évaluation, on évalue. Lui, il n'était pas capable. Je vais aller donner une. Tu sais, je n'ai pas donné une note, là, mais je vois lui, il ne comprend pas. Bien, je suis en train de dépister qu'il ne comprend pas. Donc, pour moi, c'est un de la même chose dans ma définition, mais je comprends très bien que tu dépistes, ce n'est pas pour lui donner une note, c'est pour l'aider. Tu l'évalues en ce moment, la façon que ça fonctionne à peu près partout, c'est à ce moment-là que tu lui donnes sa note, puis que tu dis, bon, échec cognitif ou tu as passé. OK? Donc, on évalue, on dépiste, c'est similaire, OK? Mais on doit arrêter de juste évaluer l'apprentissage de l'apprenant. On n'a pas de contrôle sur cet apprenant-là, s'il va apprendre ou non, mais on a du contrôle sur ce qu'on fait. Et l'évaluation doit être au service de l'apprentissage. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure avec la dictée, si je vois que 50% de mes élèves ont fait une faute sur ce mot-là, je vais aller, OK, ce mot-là, il s'écrit comme ça. Mais si je vois qu'il y a 12 fautes identiques avec la même règle, dans la même dictée, lui, il y en a 6, lui, il y en a... attends une minute, là. OK, il faut que j'aille enseigner la règle du E qui fait « est » ou la règle du O qui fait « a ». Ou, je me suis fait que le EU, il fait E dans 2, mais il fait E dans 9. Est-ce que je sais pourquoi? Parce qu'après ça, je peux expliquer pourquoi ce n'est pas NEF. OK? Donc, c'est ce genre de choses-là où, quand nous, on connaît le code, quand nous, on connaît la langue, on est capable, à ce moment-là, de mettre l'évaluation au service de l'élève. J'ai une règle pour toi, mon grand. Ce n'est pas juste va en maison, après un autre 20 mots. OK? Ça ne marche pas. Et je vais revenir aussi à juste dire orthographe, je veux répéter, est
vocabulaire, c'est pas la même chose. Une liste de vocabulaire pour apprendre à écrire, ce n'est pas une bonne idée. Donc, quand on donne des mots par thème, on veut savoir s'ils sont capables de les utiliser dans une phrase puis comprennent ce que ça veut dire. On n'est pas là en train de voir s'ils peuvent écrire à un moment donné, à ce point-là dans leur vie, si tout le monde est capable d'écrire ces mots-là. Ça prend des années, ça prend une vie à apprendre tous les mots de la langue. Et c'est aléatoire aujourd'hui, je pense, les mots qu'on choisit. On voit, on essaye de plus en plus de prendre des mots qui sont fréquents dans les livres, mais moi, je vois dans la liste de première année des enfants, ou, je ne sais pas si c'est première ou deuxième, tu as le mot paroisse. Je ne dis pas qu'on ne devrait pas savoir c'est quoi une paroisse, là, mais de savoir l'écrire. Est-ce que c'est important de savoir écrire le mot paroisse, se souvenir que c'est deux S, puis tout ça, quand on ne l'écrira jamais de notre sainte vie. Sainte vie, j'ai dit. Ça se peut. Si vous êtes dans un milieu qui est catholique, on met beaucoup d'emphase là-dessus, oui, vous voulez l'enseigner paroisse. Si vous êtes dans un milieu multiculturel où il y a probablement plus de musulmans, puis de juifs, puis de... Est-ce qu'ils ont besoin de savoir paroisse? Comprendre ce que le mot paroisse veut dire, absolument. Savoir l'écrire, je ne pense pas. Je donne ça comme exemple. OK? Et l'enseignement doit précéder que ce soit un dépistage ou une évaluation. Je dépiste mes élèves en arrivant en première année, puis je réalise, parce que là, c'est une réalité dont je vous parle, je réalise que plus que la moitié de mes élèves ne sont pas où ils sont supposés être. Qu'est-ce que je fais? Ben, je vais mettre mon enseignement au service de ces élèves-là. OK? Mais est-ce qu'on a formé les enseignants de maternelle et du jardin à enseigner les choses qui vont faire que quand je fais le dépistage en première année, ça va être des bons résultats? Je retourne à Rose and Shine. On veut que les gens réussissent. Côté émotif des enfants, vous le savez toutes comme moi, quand on les a brisés au niveau émotif, leur estime est dans toilette, comme on dirait, ils apprennent plus. Moi, je travaille avec une élève qui, en première année, était convaincue qu'il n'apprendrait jamais à lire. Fait qu'il avait abandonné, il n'essayait même pas. Imaginez, il n'était même pas rendu en deuxième année, puis lui, c'était comme, non, j'apprendrai jamais. Il y avait toutes sortes de raisons pourquoi c'était plus un problème à la maison qu'autre chose, mais il était convaincu. Et ça a tout pris, puis je ne me suis même pas rendue à le convaincre qu'il apprendrait. OK? Donc, il faut faire attention avec ça. Et la réponse à l'intervention, il faut que ce soit une réponse à une intervention. OK? Response to intervention. Tout le monde est en train de faire ça en ce moment. Puis c'est une science, pour moi, c'est juste du gros bon sens. GBS. Tu sais, c'est du gros bon sens. Si tu n'as pas enseigné quelque chose, ils ne peuvent pas t'attendre, tu ne peux pas évaluer. Donc, je suis au mois de novembre, dans 2, 3 jours. Je suis au mois de novembre de la première année. On a vu 4, 8, 6, 10, 15, je ne sais pas combien de lettres et de phonèmes qui vont avec ça. Je leur donne des mots qui ont des lettres, des graphèmes, des phonèmes qui s'en viennent au mois de janvier. Puis je leur donne une faute sur le mot, pas parce qu'il n'y a pas eu la lettre que j'y enseignais cette semaine, parce qu'il n'y a pas eu le mot. Oui, mais le gne, il ne l'avait pas, il ne sait pas comment ça marche. Il faut juste let it slide. Est-ce qu'il y avait le A, puis le T, puis peu importe les choses que j'ai enseignées? Bien, c'est ça que je vais aller évaluer. C'est impossible de se faire évaluer sur quelque chose que je n'ai pas appris, qu'on ne m'a pas enseigné explicitement. Et je reviens à ce fameux processus-là. Là, pourquoi que ça avance à 100 000 à l'heure? Je suis désolée. On a dit, on a Early Literacy Panel ça avait un effet sur les prédicteurs de succès en lecture-écriture. Je veux toucher sur les prédicteurs parce que c'est important. Conscience phonologique, mais National Reading Panel, c'était conscience phonémique. Phonologique, phonémique, c'est pas la même chose. Hein? Phonème, c'est les sons. Phonologie, c'est les sons, les syllabes et les rimes. Okay? Et phonologique, ça devrait être seulement l'oral. C'est le principe alphabétique où on change l'oral à l'écrit. Il y a différentes définitions par différents chercheurs de la conscience phonologique. Soyez juste clairs quand vous parlez de conscience phono ou de conscience phonémique que c'est défini. Okay? Moi, la conscience phonémique, c'est l'habileté ou la conscience qu'il y a des sons dans les mots. Okay? Papa, c'est pas papa, c'est P-A-P-A.
OK? Et que le PA, c'est ça qui est représenté dans des lettres. Ça, c'est de la conscience phonémique au début, d'entendre les sons. Ensuite, le principe alphabétique, c'est les sons qui sont représentés, ce n'est pas les syllabes. OK? Ensuite, on doit être capable d'isoler, d'identifier, de jouer avec, de porter un jugement sur ces unités sublexicales. Combien de syllabes qu'il y a dans le mot cheminée? Cheminée. Oui, il y en a combien? Je ne sais pas. Quand vous demandez à vos élèves de compter les syllabes quand ils ont tapé puis ils ont 6 ans, vous êtes en train de leur faire de la maths en même temps. Ce n'est pas de la maths qu'on veut savoir. Ce qu'on veut savoir, c'est est-ce qu'il est capable de parler en entendant le rythme de sa langue ou de la langue qu'il apprend. Je m'en fous combien de fois que j'ai tapé dans mes mains. Je vais l'écouter puis je vais voir s'il est capable. Si vous insistez parce que vous avez une grande classe, puis je peux comprendre des situations où ils savent-tu, faites-leur compter avec leurs doigts. Comme ça, ils ont la réponse. Ils n'ont pas besoin d'aller faire de la maths. Les enfants qui vont de la misère. Il y en a qui font les phonèmes en montant, je ne sais pas, cheminée. Ch, m, i, n, e. Oh my God! Imaginez la charge cognitive, un tout petit, d'aller s'organiser comme ça. Ça ne donne rien. OK? Ch, m, i, n, e. Ah, j'en ai 6, madame. C'est bien plus facile. On a inventé notre système décimal à cause de nos doigts. C'est comme ça. Mais pensez à la charge cognitive que vous donnez à vos élèves quand vous leur faites faire de la maths en même temps. Conscience phonémique, c'est la plus importante. Je ne peux pas le dire assez souvent. Je vais vous donner un exemple pourquoi taper des syllabes rendu en première année, ce n'est pas bien utile. Je veux savoir combien de syllabes qu'il y a dans le mot le. Le. OK? Il y a combien de syllabes dans le mot schtroumpf? Schtroumpf. Il y en a une. Ça m'a-tu aidé de taper mes syllabes pour savoir qu'est-ce qu'il faut que je mette sur un morceau de papier? Non. OK? Donc, faites attention à l'utilité. Taper des syllabes, ça doit être naturel. On doit modéliser, on doit pratiquer, mais ils devraient comprendre, si on les envoie dehors jouer à la marelle, hopscotch, ils sont capables de sauter puis de parler en même temps. That's what we want them to do. OK? De juste savoir si c'est là. Après ça, on va passer à quelque chose de plus complexe, les phonèmes, les sons. OK? Mais les rimes, même chose. Qu'est-ce qui rime avec la, c'est ma? Mais moi, je rencontre des élèves, ils sont rendus au secondaire. Qu'est-ce qui rime avec fleur? Flûte, madame. Là, tu fais, c'est pas c'est quoi une rime. OK? Ben, les rimes de la syllabe ont décidé toutes sortes de règles, en fait. Toutes sortes de régularités orthographiques, il faut les savoir. Connaître le nom, le son des lettres. Là, je regarde mon temps. Joanne, il faut que tu me dises à quelle heure que je finis. Et là, je m'en souviens plus. 14h15. Oh boy! OK. Je ne sais pas où je suis rendue parce que je ne vois pas. En tout cas, c'est pas grave, mais on avance. Mais c'est pas grave si on finit pas juste à l'heure. On peut Je vais essayer d'y aller assez rapidement. Là. Reconnaissance rapide des lettres. C'est pas juste être capable de reconnaître le nom et le son des lettres, c'est d'y aller rapidement. Si ça prend 3 secondes par lettre, imaginez le montant de temps que ça prend à lire un mot. Une lettre devrait se lire en millisecondes quand tu deviens un lecteur expert. C'est plus long au début. Moi, j'utilise un PowerPoint que je mets à mes élèves, puis que je peux le faire avancer tout seul. Fait que je mets toute une diapositive, une lettre ou un graphème ou une syllabe ou un mot, et je dis, OK, on va le partir à 5 secondes. 5 secondes, pas le temps. C'est bien trop lent, je le mets à 4 secondes, je le mets à 3 secondes, je le mets à 2 secondes, je le mets à 1 seconde. Puis tu vas voir que ça roule. Tu ne commences pas à 1 seconde pour le frustrer puis qu'il voit toutes les lettres passer. On va adapter à nos élèves. OK? Si on travaille un à un, mais sinon, dans une classe, tu peux les montrer au tableau puis les faire disparaître assez rapidement pour que les enfants ils commencent à aller plus rapidement. Dénomination rapide, l'accès lexical, Ron en a parlé, d'avoir accès à des mots. OK, d'être capable d'aller trouver mes mots. Si je ne suis pas capable, ça me prend, je ne sais pas, moi, 4-5 secondes à vous dire que ça, c'est un bleu-vert. Je ne sais pas quelle couleur on pourrait dire bleu ou vert, si on veut. Si je ne suis pas capable d'aller chercher le mot dans ma tête, comment je vais me souvenir des lettres? Il faut pratiquer ce qui sont les prédicteurs, mais aussi les préalables à la lecture, pour en parler. Conscience morphologique, je vais résumer famille de mots. OK? En maternelle, on peut commencer à travailler des familles de mots. Est-ce que petit puis rapetissé? Est-ce que grand puis grandeur, il y a un sens commun dans ces mots-là? Puis d'enseigner la morphologie, les familles de mots à l'oral, c'est hallucinamment bon
pour le vocabulaire. Je vous le dis tout de suite. Ça ne veut pas dire qu'ils vont avoir de la syntaxe. Ce qui arrive souvent avec les langues secondes, c'est qu'ils ont du vocabulaire, mais ils n'ont pas la syntaxe. On ne les a pas fait parler. Ils ne parlent pas assez souvent. Ça fait qu'ils vont utiliser la syntaxe de l'anglais puis rentrer des mots en français. Le gars que je travaille pour, c'est un exemple que, même moi, je pense, je le dis, là, mais c'est de la syntaxe anglaise, the guy I work for. Ça ne se dit pas, c'est l'homme pour lequel je travaille. OK? Mais si on n'enseigne pas comment le dire, ils vont dire le noir chat. OK? Donc, on doit les faire parler. Puis, ce n'est pas en m'entendant le dire moi que ça va arriver de la même façon que je ne jouerai jamais au hockey de ma vie, même si je connais tous les règlements, OK? Parce que je ne sais pas patiner. Je n'ai jamais embarqué sur la glace avec des patins. Je peux dire, oh, il est offside, puis blablabla. Je suis capable, mais je ne suis pas capable de le faire moi-même. Donc, la syntaxe, à vous entendre donner des règles, ça ne s'apprend pas à le lire. Et à vous entendre, à lire, ça n'aide pas à écrire, puis à écrire, ça n'aide pas à lire. Ça peut aider, mais il faut faire qu'est-ce qu'on veut. Il faut évaluer, il faut enseigner et intervenir sur les choses qu'on va évaluer exactement. Puis ça, c'est nos meilleurs prédicteurs. Oups, mauvais côté. Pourquoi que c'est si important? Je vais vous dire, j'ai quelques petites citations à vous montrer, mais je vais vous en donner une d'avance, là. Même chez les adultes analphabètes, on voit la même chose que chez les enfants qui apprennent à lire. Les problèmes, les erreurs, les difficultés ressemblent aux mêmes qu'on a avec nos enfants. Pourquoi? Je vais vous expliquer, je viens de vous l'expliquer implicitement. On parle en syllabes. Ek, en, j, do, wa, e, k, r, i, r, j, do, wa, f, r, s, si, d, an, m, a, t, e. Elle un peu vite. Mais pour écrire, je dois faire cela dans ma tête, c'est ce que j'ai dit. C'est ça qu'on doit faire. Donc, c'est naturel. Ta, 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 ta. Il n'y a rien de naturel de dire peu a, ou be, e. B, mais 2B, ça marche, madame. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut entendre les sons, il faut ralentir pour écouter ces petits sons-là. Je n'ai pas besoin de savoir que j'ai fait peu a pour dire le mot papa, pour comprendre le mot papa. Mais pour l'écrire, excusez, pour l'écrire, je dois être capable de faire ça. Donc, de tisser le lien entre l'oral et l'écrit, c'est la plus grande source de difficulté d'apprentissage que j'aie 6 ou 66 ans. OK? Travailler avec des adultes, des grands, secondaires, c'est le même problème. Est-ce que je suis en train de travailler sur les phonèmes, sur le décodage puis l'encodage de la langue, ou juste en train d'essayer d'y faire lire plus vite, puis déjà, il n'est pas capable de décoder. Donc, on doit les faire lire à voix haute. C'est une des choses qui, dans les recommandations de Rosenshine, tu ne peux pas savoir si un élève comprend ou pas si tu n'as pas écouté comment il lit. OK? Donc, on va en parler de ces processus-là, processus cognitifs impliqués en lecture-écriture. Les premiers processus, c'est à l'oral. Okay? J'ai une conscience, comme Ron a fait, il l'évalue en anglais chez les ceux qui ne parlent pas français, ça n'aurait pas d'allure de le faire en français. Mais tu as deux consciences linguistiques de base qu'on a tous quand on est capable de parler une langue. C'est la conscience phonologique, j'entends des sons. Fait que si je dis petit, non, ou si je dis demi puis semi, je suis capable de faire la différence que là, il y avait un de puis un se. Ça veut dire la même chose, mais on s'en servira peut-être pas en même temps. Si je te dis un mot, tu le comprends parce que tu es capable d'entendre les phonèmes, les syllabes, les sons. Cette conscience phonologique, elle est fondamentale à être capable de parler, de comprendre, de parler et de comprendre. Certain que quand tu as un langage des signes, bien là, il n'y a plus de son, mais tu as quand même l'équivalent que tu fais avec tes mains, il faut que tu le connaisses, il faut que tu saches que ça, je pense, je ne sais pas si c'est un J ou un D, je ne connais pas le langage des signes. L'autre, c'est la conscience morphologique. Elle est implicite. Je vous dis, je marche, je marchais. Je marche, je suis un marcheur. Qu'est-ce qu'il y a de différent dans ces mots-là? Je marche, je marchais. Et ça change le sens. Il y a un sens grammatical différemment.
différent. Bien, si j'arrime la phonologie et la morphologie ensemble, c'est pas juste présent imparfait ou présent, dans le passé. C'est un seul son qui fait la différence entre je marche et je marchais. C'est le « est ». C'est un seul son qui fait la différence entre nous marchons et vous marchez. Et on, c'est tout. Et quand on amène leur attention sur ça, bien plus facile de raisonner pourquoi c'est un ONS ou un Z ou je ne sais pas trop quoi, toutes les choses qu'on leur fait écrire. Il faut passer par les préalables, il faut comprendre comment fonctionne la langue. Je vous donne 2 petits exemples. Okay? Donc, à la base, si je n'ai pas ces consciences linguistiques-là, je ne peux pas apprendre à lire et écrire. Il faut que ça marche à l'oral avant de l'écrit. La langue ne vient pas de lettres. Okay? Elle vient de notre bouche puis nos oreilles. La prochaine chose, c'est d'être capable d'encoder puis décoder les mots. Si je vois des lettres, puis je ne sais pas qu'est-ce que ça dit, je n'ai pas compris. Mais vous, si vous n'évaluez pas les préalables puis les processus spécifiques d'encodage puis de décodage ou décoder orthographier, c'est la même chose, c'est n'importe quoi qui requiert que je passe par des lettres pour comprendre ou que je passe par des lettres pour me faire comprendre. Cette communication-là dépend d'un code archi complexe, le plus complexe qu'il n'y a pas, OK? Et je ne sais pas s'il a compris. Peut-être qu'il n'est juste pas capable de décoder, mais si je lui lis, il a tout compris. S'il doit le lire lui-même, il ne comprend rien. Il n'y a pas un problème de compréhension. Il y a un problème d'encodage et de décodage, de processus spécifique à passer de la syllabe au son ou de passer au son à la syllabe pour construire un mot. OK? Donc, faites attention. On passe tout le temps à les faire lire et écrire quand on ne passe pas de temps à les vérifier. Est-ce qu'il est capable de faire le lien entre l'oral et l'écrit? On part de l'oral pour comprendre de l'écrit. Quand on lit, on part de l'écrit pour comprendre l'oral. Mais si personne ne m'a expliqué comment fonctionne le code, si on m'a juste donné des mots étiquettes, ben moi, je regarde le mot maison, puis je le regarde comme une maison, comme vous avez devant vous. Je regardais la cheminée avant le bas de la maison, puis la petite fleur qui est à côté. Peut-être j'ai regardé la petite fleur, puis j'ai vu qu'il y avait de la terre, puis qu'il y avait un sous-sol. Ben, c'est une maison, c'est une maison. Mais si je regarde le AI avant le M, puis le S avant le I, ben, je suis tout à l'envers si je ne comprends pas comment mon code fonctionne. Si je vois un M, puis je pense que ça dit ne, je ne comprendrai rien. Donc, avant de pouvoir me rendre à comprendre et raconter, je dois passer par ces processus-là hyper complexes. Ils prennent une charge cognitive hallucinante pour des petits puis des grands. Pour ça que la petite batterie morte est là, la surcharge cognitive, c'est majoritairement dans les processus spécifiques. Wow, c'est tellement d'efforts pour faire le lien entre l'oral et l'écrit que je n'ai même pas le temps, j'ai plus de place dans mon cerveau pour penser à ce que ça veut dire. La même chose, j'ai une super bonne histoire à raconter, pas capable. Je ne sais pas comment le mettre sur papier. Donc, faites attention de penser que si je le fais lire ou je le fais lire ou je le fais lire, que ça va s'améliorer, ça pourrait juste l'empirer puis il va décrocher. Voici la citation de Gombert et Collet, qui sont des chercheurs français. Jean-Émile Gombert a travaillé beaucoup sur ce qu'il appelle la réflexion métalinguistique. Je dois réfléchir sur la langue. Bien, lui, il travaille avec des adultes. Il dit, c'est incroyable. Ils ne savent pas comment fonctionne la langue à l'oral, même s'ils sont capables de la parler. Ils ne savent pas qu'il y a des phonèmes, ils ne savent pas qu'il y a des syllabes qui finissent avec des consonnes, d'autres syllabes qui finissent avec des voyelles. Ils ne savent pas. Donc, ils ne savent pas comment réfléchir sur la langue. Comment est-ce qu'ils vont l'écrire s'ils ne sont pas capables de réfléchir sur la langue à l'oral? OK? Donc, cela dit, il me reste, j'avais mon téléphone poche parce que je voulais voir l'heure, il me reste 15 minutes. OK. Donc, la formation du personnel, je disais à Michel plutôt, ou hier, on se pratiquait, je ne veux pas faire un sales pitch. Ça va peut-être sembler comme un sales pitch, je ne veux pas que ça soit ça, mais voici ce que moi je fais. J'ai travaillé avec l'équipe de Ron, j'ai travaillé avec des équipes, je suis certaine d'autres gens qui sont dans la salle ou dans leur salle virtuelle avec qui j'ai déjà travaillé. J'enseigne la partie linguistique de la langue que vous n'avez pas appris à l'université.
Puis j'ai hâte que les universités vous enseignent les choses que moi je fais en formation continue. Okay? Donc, les enseignants doivent maîtriser les connaissances relatives aux caractéristiques de la langue. Pourquoi qu'on met un M devant un PB? C'est quoi la différence entre une voyelle et une consonne? Mais aussi aux habiletés, là. Si moi, je suis toujours en train de le faire lire, puis je vois qu'il ne comprend pas, mais je ne travaille pas les bonnes choses qui font qu'il ne comprend pas, parce que je ne sais pas quoi travailler. Ce n'est pas parce que je ne suis pas un bon prof, puis pas parce que je ne veux pas le faire. Je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas comment le faire. OK? Donc, les processus spécifiques, OK, les préalables à la lecture-écriture, c'est la conscience phonémique, la reconnaissance rapide des lettres, la fusion, la segmentation. Fusionner aide la lecture. Je te donne 2 sons, 2 E, mets-les ensemble, fais un mot. 2. Ben, quand je suis en train de lire au début, c'est ça que je fais. Je fais 2, E, je les mets ensemble, je fais 2. Ben, je veux faire ça juste à l'oral. Je veux automatiser ça à l'oral pour que l'élève, quand il voit les lettres, la partie orale va vite. OK? Même chose, la segmentation, ça aide l'écriture. Je ne fais pas de la tapage de syllabes. Moi, je fais ce que j'appelle le SOS, si vous connaissez Orton Gillingham, Sound Out Spelling, que j'ai traduit à SSOS, segmenter de la syllabe au son. Dis le mot. Étire-le comme le robot qui manque de batterie. Segmenter. OK, là, j'ai tout entendu. Segmenter. Segmenter. Quand il manque des lettres, quand les lettres sont inversées, ils n'ont pas fait ça. Ils n'ont pas passé par les phonèmes pour écrire. Sinon, il n'en manquerait pas. Ou ils ont essayé, mais ils ne sont pas encore là. C'est un apprentissage, une connaissance en voie d'apprentissage. Conscience de la syllabe va être important, pas de la taper, c'est d'entendre mes rimes. Pourquoi que dans le mot mer, je n'ai pas d'accent dans l'océan, la mer, puis j'en ai un dans ma maman. Il y a des règles pour ça. Comment ça se fait que merci, puis elle, puis chercher, puis certains n'ont pas d'accent. Mais zèbre et père, il y en a, eux autres, des accents pour faire le « est ». Il faut savoir la différence. OK? Les préalables, c'est avant d'apprendre le principe alphabétique. Je ne me souviens pas, j'ai tout dit sur l'autre syllabe. Oui. OK? C'est la conscience des familles de mots. Quand je suis consciente que, oh my God, ce mot-là, grand, ben si je viens d'apprendre grandiose, je le sais que ça vient de grand, je le sais que c'est un AN. OK? Ça va aider pour l'orthographe. Ça va aider pour le vocabulaire. Travailler des familles de mots à l'oral dès la maternelle. OK? 4 ans, on est capable. 5 ans, peut-être plus. Ça ne veut pas dire qu'on veut leur dire que c'est des familles, tout leur expliquer. C'est juste, y a-t-il un lien entre grand et grandir? Vois-tu quelque chose? Y a-t-il un sens pareil? Leur poser ces questions-là. La conscience syntaxique, on leur apprend plein de mots de vocabulaire. On parle, mais est-ce qu'ils parlent? Est-ce qu'ils savent comment s'organise une phrase? C'est aussi simple que on parle de quoi puis qu'est-ce qu'on en dit. Le chat mange la souris. On parle de quoi? Le chat. Qu'est-ce qu'il fait? Mange la souris. La tasse est sur la table. On parle de quoi? La tasse. Qu'est-ce qu'on dit à propos de la tasse? Elle est sur la table. Faites ça, là. Puis quand ils vont arriver en 3e année, tu vas dire, trouve ton verbe, ils vont dire, je le sais, c'est le premier mot dans qu'est-ce que j'en dis. C'est tellement facile quand tu comprends comment fonctionne la langue. Trouver un verbe, c'est l'enfer. Ils vont regarder, ils vont dire, ah, c'est jamais. Parce qu'ils ont vu un AIS. Parce que tout ce qu'on leur a dit, c'était l'imparfait, c'était du AIS. Donc, l'enseignement métalinguistique revient aux mêmes choses que la science nous dit que c'est des bons prédicteurs de bons lecteurs-scripteurs. OK? Et l'enseignement métacognitif, l'enseignement efficace, l'enseignement explicite, 3 choses. La connaissance, c'est quoi que j'enseigne, la notion, mais la procédure, quels sont tous les gestes mentaux que je dois faire? Je pose toujours la question, c'est quoi la première chose qu'on va faire pour conjuguer un verbe? Puis, la plupart du monde me disent, trouve le sujet. Moi, je fais, non, pas la première chose. Il faut que tu trouves le verbe. D'être capable d'identifier le verbe avant même de savoir le conjuguer. Mais si je ne suis pas capable d'identifier le verbe, on s'en fout si c'est écrit INT. Je ne sais pas c'est quoi. Donc, faites attention, montrez-leur toutes les procédures. C'est ça de la pratique guidée. C'est quoi ta prochaine étape? OK? C'est quoi la prochaine étape? C'est quoi la prochaine étape? Ben, les élèves qui sont en difficulté ne répondront pas, mais ils vont entendre à chaque fois que je fais de la pratique guidée, l'autre élève me le dit. Puis, à un moment donné,
Peut-être pas cette année, peut-être pas l'année prochaine, mais rendu en 4e année, tu dis, ils vont mieux, mes élèves. Ils commencent à être mieux parce que ça ne s'automatise pas. C'est énormément lourd comment tu appelles ça, en réflexion. Hein. Ça prend de l'effort cognitif hallucinant pour faire ça. Pour un enfant, on ne le fait pas assez souvent. Et le contexte. OK? Dans quel contexte tu vas utiliser ça? C'est toujours important. Hein? Je les regarde, puis tu mets un S à regarde. Tu n'as pas le bon contexte, mon grand. Les, ce n'est pas un déterminant, c'est un pronom, blablabla. Donc, il y a aussi exemple, contre-exemple. OK? J'ai mis 2 S, madame, dans personne, parce que j'entends ça. Hein? Voyelle consonne. Alors, juste pour vous donner une idée, ce sont mes formations à moi, mais il y a d'autres gens qui font ça. Ce n'est pas juste pour vous dire. Mais les secrets du code, c'est une série de formations que je donne justement sur ça. Ce sont, le premier que je l'ai donné la semaine dernière, sont enregistrés si jamais ça vous intéresse, mais les prochains secrets du code 2, 3 et 4 s'en viennent. Et c'est l'introduction fondement. OK, le secret du code 1, les conventions, les régularités syllabiques. C'est quoi une syllabe ouverte? C'est quoi une syllabe fermée? Où est-ce que je segmente quand je coupe? Pourquoi que je ne dis pas ban-an à la place de banane? C'est un AN qu'il y a là, madame? Il faut que je le sache comment ça marche. Les régularités orthographiques. Pourquoi qu'il y a un M devant un BP? Ce n'est pas orthographique, c'est articulatoire. Mes lèvres se touchent pour les 3. Donc, dans l'ancien temps, probablement que ces mots-là, on les prononçait les M. Simple. Ben, tu ne peux pas les faire ne peut. Okay? Simple. Ça ne marche pas en français. Tu as faire un E entre les deux. Okay? Donc, tu as comme une voyelle entre les deux. Ça s'appelle les graphèmes, les phonèmes bilabiaux. Mes 2 lèvres se touchent. OK? Donc, je fais l'explosion, je laisse aller le P. Ben, mes lèvres sont déjà placées à bonne place pour laisser aller le P puis le B. Ce sont les 2 seuls qui se prononcent comme ça. Donc, vous avez juste à dire aux élèves MPB, oublie ça d'apprendre que c'est le P puis le B. Dis les mots avec des nasales en 1, on 1. Puis si tout de suite après avoir prononcé ton en 1, on 1, tes lèvres se touchent, c'est un M qui va là. Simple. Danser. Non, je n'ai pas touché, c'est un N. Ça marche pour tous les mots sauf un, le mot bonbon. Donc, on a-tu besoin avec un élève de 4e année de juste dire, OK, on va faire des N, après ça, on n'a pas les M tout de suite, c'est trop compliqué. Non, écoute tes lèvres ou prends conscience de tes lèvres, c'est tout. Donc, les derniers, c'est les conventions morphologiques et morphosyntaxiques. Morphologique, famille de mots. Morphosyntaxe, c'est un beau mot pour de la grammaire, mais c'est plus profond comment on pense à la linguistique. L'autre chose, c'est que j'ai une école d'été où, une fois que tu connais tes secrets du code, là, j'offre une formation sur une progression. OK? La progression des apprentissages, bien, c'est pour moi de la première à la 3e année. Ça peut aller toucher des 5-6 pour n'importe qui travaille avec des élèves en difficulté. C'est une formation de 4 jours. Il y a le préalable pour les secrets du code 1. C'est une progression phonologique, orthographique, morphographique, OK? Morphologique. Il y a 9 blocs d'apprentissage où on apprend différents phonèmes, graphèmes et éventuellement, on va apprendre les familles de mots, on va apprendre ça. Et ça vient avec des tableaux synthèse, des tableaux avec toutes les explications. Et ce qui est nouveau chez Lexigraphie, où ça fait une couple d'années depuis la pandémie, on a pris tous nos petits dessins qu'on faisait avec nos élèves, tous nos petits collants. Moi, je suis la sticker queen de Notre-Dame-de-Grâce, qui est le quartier où je suis à Montréal. Je dois avoir 10 000 collants dans mon bureau. On ne pouvait plus les utiliser, donc on avait besoin d'images, on avait besoin de quelque chose. Puis, on a, avec ma collègue, fait les orales images. Et cette année, les classes images, je vais vous les montrer dans une minute. Ça vient avec la formation. Et je suis en train d'enregistrer des capsules qui vont donner toutes les petites règles qui vont avec ces formations-là. Donc, moi, c'est comme ça que je le fais. Je peux vous assurer qu'il y a d'autres gens qui sont capables de vous enseigner le code, mais moi, c'est ce que je fais. Et je fais depuis, je dirais, 15 ans que je donne la formation. Même quand j'en savais pas beaucoup, j'avais l'impression que j'en savais plus que maintenant. C'est tellement compliqué. Il y a d'autres formations. J'en donne une sur les préalables. J'en donne une sur comment réfléchir efficacement pour réduire la charge cognitive, la 10-10, dyslexia et les processus spécifiques. Comment ça marche pour les dyslexiques? C'est leur problème, les processus spécifiques. Et évidemment, les orales images. Fait que je vous montre un petit peu
rapidement, parce que j'ai déjà passé mon temps, ces affiches-là, c'est un lot d'à peu près 100 affiches. Il y en a 200 dans le lot, c'est parce qu'il y a différentes versions des mêmes affiches, OK? Mais on lit de gauche à droite. Chaque lettre a un nom, un son, une forme. C'est quoi la différence entre une voyelle écrite et une voyelle orale? Une voyelle écrite, j'en ai 5, peut-être 6. J'en ai 16 voyelles orales, peut-être 18 si on le fait comme moi. Donc, c'est toutes les préalables qui sont là, des choses qui vont éveiller la conscience de nos élèves. Les orales images, tout ce que c'est des images avec des listes de mots. OK? Mais il y en a pour chaque phonème, il y en a pour chaque confusion. Je mélange mes pebe, je mélange mes feve, je mélange mes cheje. J'enseigne les ouïe, aïe, aïe, œil comme rime, donc j'ai des affiches pour le ouïe, aïe, aïe, œil. OK? Donc, c'est juste pour travailler de l'oral. On peut travailler de la syllabe, il y a combien de syllabes, on peut travailler des familles de mots avec, mais c'est pour ça qu'on les appelle les orales images, nouveau nom que ma collègue a trouvé, j'aime bien le nom, orales images et leur liste de mots. OK? Ça, c'est un des lots, ça comprend les préalables. Puis le deuxième qui est nouveau de cette année, si vous regardez l'oral image pour le « est » ici, j'ai un zèbre, j'ai un perroquet, j'ai du lait et un aigle, ben, on a fait des affiches classes, des classes images avec des mots-clés. Donc, c'est « est » comme zèbre, ou c'est « est » comme lait, ou c'est « est » comme aigle, ou « est » comme perroquet, on s'en fout comment ça s'écrit, c'est juste des « est ». OK? Et comme vous voyez, il y a différentes versions des mêmes, avec des lettres, sans des lettres, avec toutes les lettres quand c'est compliqué, ou avec juste quelques-unes. Et ce qu'on peut faire, c'est de prendre des lettres qu'on peut imprimer aussi et d'aller les rajouter au fur et à mesure. Moi, je vous suggère, si jamais ça vous intéresse de les acheter, plastifiez-les, achetez-vous un bon dry erase, excusez l'anglicisme, un marqueur sèche, puis allez les rajouter sur les affiches au fur et à mesure que vous les voyez, que vous les apprenez. Si je mets ça sur un tableau, fait que c'est plutôt que de partir de la lettre puis voir le son, c'est qu'on part du son puis on voit les différentes façons d'écrire ces sons-là. Michel, ma belle Michel, je ne sais pas si c'est dans la salle, si elle veut expliquer c'est quoi. Michel donne une série de formations qui s'appelle les mailles de la littératie. On va peut-être changer le nom ou les indicateurs de réussite parce que je trouve que c'est plus parlant, mais j'aime beaucoup l'idée de la maille. Ça part de Scarborough, évidemment. Et elle donne 8 demi-journées sur tous les indicateurs des différentes parties de la littératie. Évaluer lecture-écriture, c'est le premier où tu as une partie 1, partie 2, c'est le seul qui est en deux parties. La fluidité, mieux articuler, donc l'oral, le vocabulaire, morphosyntaxe, tout ça, elle les donne un après l'autre. On peut les prendre individuellement, mais elle donne toute la série. Commence à début décembre, c'est le seul, il y en a un en décembre, mais c'est tout en 2023 que Michel va donner. Je pense que ça commence janvier, puis c'est fini genre mai. Je n'ai pas beaucoup de temps, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter, Michel. Si vous allez sur le site de Lexigraphie, toute la description est là, donc vous allez les regarder. Bien sûr, écoute, je voulais juste ajouter le fait qu'au tirage, puis Joanne me fait le message qu'elle est vers le chemin du retour, là. Elle va pouvoir faire les tirages, puis c'est diapo de la fin, juste après la pause, elle est là. Donc, on a décidé parce que j'ai comme un peu j'ai mal annoncé ça, mais c'était peut-être l'univers qui me donnait un cadeau ou qui vous donnait un cadeau. On a décidé d'ajouter la partie 1 de l'évaluation de la lecture et de l'écriture au primaire dans les tirages. Donc, il va y avoir un autre tirage. Et puis, la raison qu'elle est en 2 parties, celle-là, c'est parce que la deuxième partie, j'aimerais que les participants arrivent avec un livre qu'ils auront tapé, pas nécessairement un livre compliqué, je vous guide là-dedans, pour qu'on puisse passer à travers chaque type d'analyse que vous m'avez vu partager ce matin dans un des documents Canva dans lequel je vous donne un exemple, ce qui a été partagé dans le Drive ce matin. Puis, je voulais juste peut-être prendre 30 secondes pour dire aux gens que si vous êtes déstabilisés par mon commentaire de la liste de mots fréquents, je vais vous restabiliser. Donc, les mots fréquents sont fréquents. Ce n'est pas ça qui est en question. C'est quand on voit dans les publications que l'attente, c'est que l'élève puisse lire et écrire les mots fréquents dans lesquels il y a des verbes à l'infinitif comme pouvoir, savoir. C'est faux. L'élève de la première, même en 6e année, ils vont avoir des difficultés avec certains de ces temps de verbes-là ou certains des verbes au plan lexical. Donc, la liste n'a pas du tout été fondée en pensant à la complexité de les écrire. Mais oui, effectivement, c'est des mots fréquents. Mais il ne faut pas les apprendre en les mémorisant. Il
faut les enseigner au moment propice quand on enseigne le code. Puis s'il y a un mot qui doit sortir de la séquence, c'est correct. Vous avez des choix pédagogiques à faire, puis vous allez soutenir votre élève. Donc, ça aussi, ça fait partie de ce que je dis dans les messages, dans les formations. On en a parlé dans un des dîners-conférences qui existe encore là, en format de webinaire, en rediffusion sur le site Lexigraphie, où on parle d'une conception d'une tâche d'écriture. Je fais quoi si je veux tester les mots en dictée? Donc, je passe à travers toutes sortes de types de dictées. Puis, il y en a qui sont là pour l'élève. Puis, il y en a d'autres qui sont là pour l'enseignant. Il faut faire la distinction entre les deux parce qu'on ne veut pas que l'élève ait 2 sur 20 parce qu'il va décider d'arrêter d'écrire. Donc, il y a des éléments pour nous, puis il y a des éléments pour eux. Donc, je ne sais pas si je vous ai restabilisé un petit peu, mais c'est le but là, du document que je vous ai partagé. Merci, Michel. Puis, soyez pas déstabilisés. Il faut faire des choix didactiques, pédagogiques tout le temps. OK? Il n'y a pas une progression des apprentissages qui a été prouvée être meilleure qu'une autre. Ça n'existera jamais. C'est trop complexe, ni en français ni en anglais. Mais de faire une progression, d'être organisé, d'enseigner systématiquement et explicitement, c'est toujours mieux que I'm gonna wing it. Que plusieurs font en ce moment, pas parce qu'ils ne sont pas des bons enseignants, ils ne savent pas, on ne leur a pas enseigné comment le faire. Alors, je continue. Lise, est-ce que je peux juste ajouter une petite seconde là-dessus? C'est parce qu'il y a beaucoup de questions sur les progressions des apprentissages qu'on voit qui sont publiées en ligne. Mon processus, c'est le suivant. La progression des apprentissages, quand on veut faire intervenir les graphies complexes, la morphologie, tout ça, il faut que ce soit fondé sur quelque chose de solide. Donc, par exemple, des codes habiles, j'aime beaucoup les références qu'ils ont données. Il suffit à une recherche qui a vraiment été très, très, très solide. Mais ça sous-entend, j'imagine, qu'on doive passer par le principe alphabétique parce que c'est pas vrai que je vais enseigner le CH avant le P ou le PR avant le B. Donc, il faut avoir fait le principe alphabétique au départ. Donc, s'il y a des gens qui veulent avoir des détails là-dessus sur comment je me prends, écoute, écrivez-moi, on va se trouver un moment de jaser, mais il ne faut pas toujours aller avec la fréquence de certains graphèmes dans la langue écrite pour imaginer que c'est par là qu'il faut commencer parce qu'il y a des éléments très transparents dans le principe alphabétique, même s'ils sont peu fréquents, puis on est capable de juste rapidement s'en défaire puis faire en sorte que l'élève va pouvoir écrire en même temps. Donc, je donne un exemple de ça, Michel. Moi, j'enseigne le H muet au début des mots avant le CH. Parce que c'est plus facile, c'est une lettre. On a bien plus de CH que de H muet. Mais en orthopédagogie, moi, j'arrive avec plein d'élèves qui regardent un H tout seul puis font chut. Parce que c'est la première chose qu'on est allé leur mettre dans le cerveau. On leur a pas dit celle-là en français, elle est muette. OK? Elle ne parle pas, contrairement à l'anglais. Mais tu connais l'anglais, puis c'est le même mot, par exemple, tu vas savoir qu'il est là, parce que tu vas le dire en anglais, puis tu vas l'entendre. La dernière série, toutes ces formations que je vous présente, c'est des séries, mais on peut toutes les prendre individuellement. Donc, moi, je vous le dis, on peut prendre en série, il faut aller voir sur le site lexigraphie.com. Il y a des dîners-conférences. En fait, pendant qu'on vous parlait à midi, ma collègue Isabelle est en train de donner son premier dîner-conférence sur la collaboration et la communication-collaboration. On est en train de vivre des changements énormes. On est dans un moment incroyable dans l'histoire de l'éducation, je pense, OK? Et on a des gros changements à faire. Qu'on soit une direction qui veut convaincre les enseignants qu'on doit changer notre façon de faire, ou qu'on soit un enseignant ou un enseignant ressource qui essaie de convaincre la direction qui, écoute, on va faire ça. Bien, Isabelle, qui est l'ancienne présidente de l'Association des orthopédagogues du Québec, une collègue, moi j'ai été sur le CA avec elle pendant 5-6 ans. C'est une fille qui a influencé l'orthopédagogie au Québec depuis 5 ans. C'est incroyable. Au point où le ministre de l'Éducation au Québec avait son numéro sur speed dial. Ça vous donne une idée. Bien, Isabelle nous donne des formations connexes à l'enseignement et c'est vraiment sur la communication pour mieux collaborer. Elle donne 2 petits dîners-conférences d'1 heure pour juste mettre la table, dont celui qui était aujourd'hui, il va être enregistré, vous pourrez le voir dans un webinaire éventuellement, mais elle donne aussi une formation d'1 journée sur comment s'organiser, s'harmoniser nous-mêmes, hein? Apprendre à gérer mes attentes, mes anxiétés, les personnalités des gens avec qui je fais. Il faut que je parte de moi.
si je vais avoir de la collaboration? Qu'est-ce que moi je fais? Puis la deuxième étape, c'est comment je fais pour influencer ces gens-là. Donc, Isabelle, elle donne ces 2 formations-là que moi, je trouve, j'ai hâte d'y prendre. En fait, cet après-midi, je vais aller écouter son webinaire. Mais je pense que pour faire des grands changements, pour vivre ces changements-là, pour avancer, on va toujours avoir des gens qui sont en opposition. Comment est-ce qu'on fait pour gérer ça? Comment est-ce qu'on fait pour rester serein dans tout ça? Je vous recommande ces formations d'Isabelle. Ce n'est pas sur le code comme tel, mais pour ceux qui ont besoin d'amener leurs collègues, leurs parents, leurs élèves à aller dans la direction de la science de la lecture, ça pourrait être très intéressant pour vous. Il y a aussi, juste pour vous dire, je travaille avec des regroupements scolaires, que ce soit des conseils scolaires en Ontario, des districts scolaires au Manitoba, la formation sur mesure pour des regroupements, on peut en faire. Aussi, l'accompagnement. Michel peut faire de l'accompagnement, il y a d'autres gens. Vous pouvez nous contacter. Puis, si c'est des formations pour lesquelles moi, je fais « Oh boy, moi, je ne suis pas bonne pour ça », ben j'ai des collègues, j'ai Michel, j'ai aussi d'autres collègues, Geneviève Boutin chez Finno Éducation, si vous connaissez Mélanie Dutemple qui est en train de faire son doctorat, c'est des gens que je connais qui ont toutes sortes de connaissances. Donc, je peux toujours vous mettre sur la bonne piste au besoin. Je ne suis pas la seule qui fait ça. Je répète, c'est moi qui est ici aujourd'hui. Donc, je vous dis ce que moi je fais. Mais allez faire vos devoirs. Vous devez former vos enseignants ou si vous êtes des enseignants ou n'importe quel personnel enseignant, puis que vous ne savez pas combien de sons qu'il y a dans la langue française, puis c'est quoi les syllabes, vous devez aller apprendre ça. C'est de la langue. Vous enseignez de la langue, donc vous devez connaître un petit peu de linguistique. Alors, merci. Sur ce, j'ai passé